Salut, c'est Aurel de Côté au micro pour te délivrer des chouettes instants en compagnie des experts qui gravitent autour de l'éco-construction. Artisanes, artisans, chercheuses, chercheurs, architectes, ingénieurs, bref, du beau monde et surtout des passionnés. Tu rénoves un logement et tu as envie de limiter ton impact sur l'environnement? T'es au bon endroit. Que tu sois déjà expert en la matière ou que tu ne connaisses rien du tout à tout ça, il n'y a aucun souci, tu trouveras ta place sur ce podcast. Aujourd'hui, dans Côté, on parle terre crue. Dans le monde, près de 2 milliards de personnes vivent à ce jour dans des logements en terre crue. En France, on compte environ 1 million de logements en terre crue, âgés pour la plupart d'au moins un siècle. Et de la Bauge en région rennaise au Pisé de la vallée du Rhône en passant par les adobes toulousaines, le patrimoine français bâti en terre crue ne manque pas de richesse. La terre crue est un matériau conventionnel dans la construction jusqu'au début de l'ère industrielle et du développement du ciment. Depuis, la terre crue a été reléguée au statut de déchet, et elle est aujourd'hui souvent perçue comme un matériau pauvre, sale ou peu résistant. Pourtant, derrière son rôle de régulateur naturel d'humidité, de température, de qualité de l'air intérieur, la terre est aussi et surtout un matériau naturel, réversible et bas carbone. Alors qu'est-ce qu'on attend pour remettre de la terre crue dans nos logements? Pour y voir plus clair, on va à la rencontre des professionnels de la terre crue. Rafik Abdallah est chercheur et maître de conférences au laboratoire du Siam à Anglette. Il nous parle de la rencontre de la terre crue et du feu, mais aussi de l'ADN de la terre crue. Je te souhaite une excellente écoute et je te retrouve après l'interview. Salut Rafik, comment vas-tu? Ça va et toi? Ouais, nickel, merci beaucoup. Merci de ton accueil au laboratoire. On va plonger un peu au cœur des éléments avec toi, parce que tu vas nous parler de terre et de feu. Mais avant de parler de tes travaux, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens, où tu as grandi, etc. Ok. Bon, bonjour, bonjour. Je suis Rafik Abdallah, je viens de Liban, je suis libanais. Je fais les licences de génie civil au Liban. Et après, je suis venu en France pour la première fois en 2016 où j'ai fait mon master de recherche, le master en géotechnique. Et après ça, j'ai fait une thèse de doctorat en génie civil à l'Université de Pau de Pays de la Dour pendant 3 ans, de 2018 à 2021. Après, je suis allé à Cergy, CY Cergy Pontoise, en tant qu'enseignant-chercheur. Et après ça, je suis revenu ici à l'ISABTP, Université de Pau de Pays de la Dour, en tant que postdoc, toujours en travaillant sur le domaine des terres. Je voulais te dire ça, tous mes travaux de recherche des thèses jusqu'à maintenant, c'est toujours dans le domaine des terres. Et là, bientôt, je commence un nouveau chapitre de ma vie professionnelle. En septembre, je commence en tant que maître de conférence ici à l'ISABTP. Trop bien, félicitations. Merci. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu arrives à la terre crue? Tu nous dis que tous tes sujets de thèse, depuis le début, c'est la terre crue. Est-ce que c'est quelque chose du coup qui t'intéressait déjà quand tu étais au Liban, ou est-ce que c'est en arrivant en France avec des collègues, ou comment ça s'est fait? Ok. En fait, moi, quand j'ai commencé mes études, quand j'étais au Liban, j'avais l'intérêt toujours de travailler avec des matériaux écologiques, respectueux de l'environnement et matériaux durables. Donc j'avais cette idée toujours dans ma tête. Quand j'étais au Liban, je me souviens, mon projet, les PFE, les projets de fin d'études, c'était sur le béton, mais mon idée, c'était pas pour travailler sur le béton lui-même, je voulais juste faire un peu de changements dans les compositions des bétons, je voulais diminuer les compositions des ciments. Donc je me souviens, j'ai remplacé les ciments avec des fibres de verre et les fibres de bois. Donc, à partir de ça, j'ai vu que, OK, on peut avoir beaucoup de nouveautés en travaillant sur ces matériaux. C'était le béton, en fait. Mais après, quand je suis venu pour faire mon stage de recherche, c'était à Bordeaux, pendant mon master, j'ai travaillé aussi sur le béton. On va arriver pour le sujet des terres, mais c'était aussi, j'avais toujours l'intérêt d'avoir des matériaux écologiques, plus écologiques. J'ai remplacé, donc, pendant mon stage, j'ai remplacé des bétons, les ciments avec des mousses, mais je n'ai pas bien senti que je suis très satisfait pour ça. Je voulais travailler avec des matériaux plus écologiques. Donc après ça, j'ai décidé de faire une thèse en travaillant sur les matériaux de terre qui existent partout autour de nous. C'est un matériau renouvelable, c'est un matériau qui respecte vraiment l'environnement parce que ça vient de terre et c'est très écologique. Il n'y a pas de coût pour la production de ces matériaux. Donc c'était qui a déclenché mon intérêt pour travailler sur ces matériaux. Donc en fait, j'ai commencé à avoir cette idée
au Liban, mais j'ai vraiment commencé en détail avec ces matériaux-là en France. On va se pencher maintenant sur tes recherches. Alors, il y a plusieurs domaines de recherche, on parlera de deux principaux. Au premier, on va aborder la terre et le feu, en gros comment la terre crue gère la chaleur et le feu. On va voir que c'est un petit peu différent, c'est pas exactement la même chose. Moi, si de manière très naïve, en fait, j'ai envie de dire, bon, on met de la terre crue, on la met dans du feu, ça fait de la brique de terre cuite comme on a l'habitude de la voir, non? En fait, il faut qu'on fasse une différence entre les matériaux de terre cuite et les matériaux de terre crue à haute température, au sous le feu. Les matériaux de terre cuite, donc ça veut dire les briques cuites, briques terre cuite. En fait, ils sont des briques qui ont déjà été séchées à l'air libre pendant un peu de temps, une semaine, 2 semaines à l'air libre à l'extérieur. Et après cet séchage à l'air libre, les gens ils les mettent dans un four pendant 20 dizaines d'heures avec une vitesse de chauffage lent, 1 degré par minute ou même pas. Bon, ça dépend, 1 degré par minute, mais ça a besoin, en fait, il faut 24 heures, 48 heures pour avoir ces matériaux de terre cuite. Mais en fait, les matériaux de terre crue à haute température, c'est une autre chose. Les matériaux de terre crue à haute température, c'est un matériau de terre crue. Donc nous, par exemple, ici, je vais parler nous, on fait quoi? Nous, on fabrique des matériaux de terre, on les compacte pour avoir des briques ou des cylindres ou l'importe, les piser, etc., etc. On fabrique ces matériaux. Et ces matériaux, c'est un matériau humide. C'est pas un matériau qui a été séché à l'air libre. Directement, on prend ces matériaux, ok, bien sûr, on lui donne un peu des périodes, on l'appelle les périodes de mise en équilibre. On les met dans un centre climatique, soit à 50% pardon, en météo relative, 75% en météo relative, ou 100%, 25%, etc. Et après, on étudie leur comportement à haute température. Donc la différence, si on fait pas le préchauffage comme les briques de terre cuite. On ramène les briques de terre crue qui sont humides et on fait les études à haute température directe. Ok, donc c'est vraiment différent. Une brique de terre cuite, c'est pas juste une brique de terre crue qu'on aurait mis tout de suite au four. Oui. On la laisse un peu, alors que vous prenez la brique à tant pour cent d'humidité relative et ensuite vous faites des tests. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que vous cherchez concrètement à savoir sur ces briques de terre crue? Est-ce que le but c'est de savoir comment elles se comportent au feu pour assurer derrière? Qu'est-ce que vous cherchez? En fait, notre idée sur le long terme, c'est juste pour promouvoir ces matériaux, les matériaux écologiques. On voulait essayer de remplacer des bétons dans les résidents, dans les bâtiments résidentiels. L'idée, c'est pour mettre les matériaux de terre à la place des bétons. Et imaginons que, par exemple, il y aura des risques d'incendie dans ces bâtiments. On voulait voir comment ces matériaux ils vont réagir contre les risques d'incendie. Ça, c'est notre but. Si jamais il y a des risques d'incendie, il faut qu'on sache les comportements de ces matériaux au feu. Il y a beaucoup d'études sur les matériaux de terre hygroscopiques, thermiques, mécaniques. Tout le monde il sache ça, les mondes qui font des recherches. Mais le côté de feu, c'est un sujet qui c'est pas connu encore. Et c'est très important parce qu'on ne sait jamais s'il y aura des risques d'incendie dans ces bâtiments. Ok. Donc ça veut dire que ça, c'est un champ de recherche qui est nouveau. Est-ce que toi, quand tu as commencé tes recherches, justement, tu as pu faire des recherches bibliographiques sur des recherches existantes ou est-ce que c'est vraiment complètement nouveau? En fait, quand j'ai commencé ma thèse, c'était un peu difficile pour moi parce qu'il n'y avait pas assez d'études, assez de biblios sur ces thématiques-là. Il y avait beaucoup d'études sur les comportements de terre cuite à haute température, les comportements de béton à haute température, les bois à haute température, mais les matériaux de terre les terres humides, terre crue humide à haute température, c'était un peu difficile de trouver ça. En fait, les miennes, c'était les premiers de son genre dans ce domaine-là. Donc ça veut dire qu'on sait très bien comment le béton de ciment se comporte au feu. Et alors, vous, qu'est-ce que vous avez réussi à trouver sur la façon dont la terre crue se comporte au feu? Comment ça se passe? Oui, quand tu viens de dire, oui, il y a beaucoup d'études sur d'autres matériaux à haute température, comme le béton. Mais pour la terre, ce n'est pas le cas. Nous, on est en train maintenant de voir par exemple, il y a un mot technique qu'on appelle les instabilités thermiques ou les écaillages.
Si pendant le feu, ces matériaux-là, ça va écailler, ça va éclater, l'idée, notre but, c'est pour voir l'origine de ces instabilités thermiques, pour bien comprendre comment ça a été développé cet écaillage, cet phénomène d'écaillage. Pourquoi on fait ça? Pour bien sécuriser les résidents, si on peut dire ça, pour assurer les résidents des bâtiments que même si on utilise les matériaux de terre dans les bâtiments, il y aura pas de risque d'écaillage si on respecte bien, et là on va parler de ça, si on respecte bien les conditions de mise en place de ces matériaux-là, comme les niveaux de compaction, comme les conditions d'équilibre, les niveaux de charge externes, etc., etc. Donc, est-ce que tu peux justement nous en dire plus sur aujourd'hui ce que vous savez et ce qui reste à savoir pour mettre en œuvre de la terre crue chez soi sans, ou en tout cas pas sans, parce qu'il y a toujours un risque, qu'on soit dans un bâtiment en bois, en béton ou en terre crue, mais pour limiter au maximum le risque, c'est quoi les éléments sur lesquels il faut jouer à ce jour, conseil, et qu'est-ce qui reste à savoir? Pour répondre à cette question, je vais te donner les conclusions de mes travaux. En fait, il y a, si je peux dire, il y a trois facteurs qui sont très importants. Le premier, c'est le niveau de compaction de ces matériaux de terre. Ça, c'est de un. De deux, c'est l'équilibre de météo relative. Et le troisième, c'est l'effet des charges externes. Ok, ça veut dire qu'en fait, quand on va nous faire une barrique de terre crue, il va falloir faire attention à la manière dont on tasse. Est-ce qu'il vaut alors mieux plus tasser ou pas assez? Est-ce que vaut mieux la mettre dans un environnement qui est très humide ou pas trop humide? Et le fait que ce soit porteur ou pas, ça va jouer. Oui. Ok, si on prend le premier facteur, c'est le niveau des tassements, le niveau de compaction de ces matériaux. On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais en fait, il y a si on compacte trop les matériaux, nous, on a vu que les matériaux, c'est plus sensible à écailler. Ça veut dire c'est trop sensible à avoir des instabilités thermiques. Par exemple, un de mes résultats, j'avais compacté des matériaux à 50 mégapascales et j'ai vu que cette matériau-là, avec un teneur en eau spécifique, donc là on joue sur le deuxième point, ça a éclaté, ça a écaillé. Et au contraire, j'avais des matériaux qui n'étaient pas très compactés, c'était compacté à 5 mégapascales. Donc le premier c'était à 50 mégapascales et là c'est à 5 mégapascales. Avec la même teneur, c'est pas la même teneur, non, mais avec la même condition d'équilibre, ça veut dire les mêmes conditions d'équilibre, mais avec un autre teneur, non, spécifique pour ces matériaux, c'est pas écaillé. Donc ça veut dire le niveau de compaction avec les teneurs en eau, ça joue un rôle très important dans ces matériaux-là. Nous, l'idée, c'est juste pour, nous, on a commencé à très haute compaction, c'est juste pour avoir un point de repère. Et avec les études, on a commencé à diminuer ce niveau de compaction pour faire comme les marchés, dans le commerce, pour avoir un adobe. Par exemple, les adobes, c'est maintenant dans les marchés, c'est 1 mégapascal, 2 mégapascal de compaction. Et je peux t'assurer que ces matériaux-là, qui ne sont pas très bien compactés, si on respecte bien les conditions d'équilibre de ces matériaux, on peut éviter les risques d'incendie dans les bâtiments résidentiels. Est-ce que toi tu connais par exemple à quel point on compacte quand on fait des adobes à la main par exemple? On envoie la terre dans un moule, on ressort. Ça, c'est combien de mégapascals? En fait, ça dépend. Ça dépend des gens qui font ça. Mais je peux te donner une idée parce que même moi, j'avais commencé à faire un truc comme ça. Nous, on fait ça sur un niveau de compaction qu'on appelle le niveau de Proctor. Ça veut dire on a des teneurs en eau spécifiques pour ces matériaux. On a les teneurs en eau de Proctor avec les masses volumiques du niveau Proctor de ces matériaux. Et les chiffres, c'est combien ce niveau de Proctor? C'est entre 2 et 3 mégapascals. D'accord, ok. Après, évidemment, ça c'est on parle de compaction, mais l'humidité relative, ça dépend aussi de où est-ce qu'on les fait sécher, etc. Oui, tout à fait. Oui, okay. Oui. Alors pour que les gens se représentent aussi, on a une vidéo qui va sortir sur cette thématique-là. Écaillage, moi quand tu m'as parlé d'écaillage la première fois, je pensais vraiment que c'était un phénomène même qu'on peut voir dans les déserts où on voit la terre qui s'écaille un petit peu. C'est pas du tout ça, on est vraiment sur quelque chose qui a explosé, enfin des petits morceaux de la brique qui éclatent complètement. Oui. C'est ça. Jusqu'à quelle température justement vous testez dans votre laboratoire? Okay. En fait, nous pour faire les essais au feu pour ces matériaux, nous on suit les courbes, les normes ISO feu, ISO 834,1. En fait, ces normes-là,
Cette norme-là, c'est une norme qui représente les cas le feu dans les cas réels des risques incendie. Et cette courbe, nous, en fait, on fait l'essai pendant 30 minutes parce qu'on a vu que dans les bibliographies, que les bétons, l'autre matériau qui est poreux et minéraux aussi, et ça développe des décaillages entre 0 et 30 minutes. Donc, quand j'ai commencé ma thèse, il n'y avait pas de biblio. Donc, nous, on a dit, OK, on va se projeter sur la même approche, sur le même protocole. Et entre 0 et 30 minutes, on voulait voir c'est quoi, ça va écailler, quand ça va écailler. En suivant la norme, en fait, cette norme-là, je vais te donner un exemple. Par exemple, si on respecte bien cette norme-là, après 5 minutes, on peut arriver à 400-500 degrés et jusqu'à la fin de cet essai, ça veut dire jusqu'à la fin de ces 30 minutes, on va arriver à 843 degrés dans les fours, dans cet essai-là. C'est énorme en fait, on ne se rend Oui. pas compte, c'est Oui, c'est la température. Oui, c'est la température des cas réels. Des cas réels, oui, tout à fait. Complètement. Et donc, on met la brique dans Devant les fours. Pas devant. Oui, devant, ouais. Comment, du coup, ça se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe au sein de la brique quand elle est soumise à une telle température? Et qu'est-ce qui fait que ça éclate quelque part? OK. Je vais te donner une petite théorie que nous, on pense que ça se développe dans ces matériaux-là. Toujours en prenant en compte les conditions, je répète toujours parce qu'ils sont très importants, les trois facteurs, les niveaux de compaction, les teneurs en eau et les niveaux de charge externe. En fait, il y a des phénomènes, les couplages thermo-hydromécaniques. Un petit exemple pour ça, par exemple, dès qu'on chauffe les matériaux de terre pendant le feu, l'eau, ça commence à s'évaporer. Une partie de l'eau, ça échappe. Donc, ça échappe vers les faces chaudes et ça sort. L'autre partie de l'eau, ça rentre dans les profondeurs de ces briques vers les surfaces froides. Et à peu près entre 3 à 4 cm à peu près, on ne sait pas encore à quel niveau exactement. L'eau là-bas, ça va s'accumuler, ça va condenser et ça va créer une couche imperméable qu'on appelle les moisture clog. C'est un mot technique en anglais. Moisture clog, c'est les couches imperméables qui empêchent cette partie de l'eau de s'évaporer et s'échapper. Donc ça va s'accumuler, condenser toujours, jusqu'à avoir une pression qui dépasse les pressions maximales des pores. Et dès que cette pression dépasse les pressions des pores, ça va écailler, ça va éclater. Donc c'est comme les cocottes minutes, mais c'est pas vraiment le cocotte minute. Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de bouchon d'eau qui se crée. Tout à fait. Et sous la pression, en fait, oui. ça va exploser. Tout à fait, oui. Mais bien sûr, il faut aussi prendre en compte, il y a aussi d'autres effets, comme les gradients thermiques dans ces matériaux, les propriétés mécaniques, les résistances en traction. Mais en fait, les facteurs très importants, c'est l'effet des pressions de pores. Tu disais que quand tu t'es intéressé à la recherche en terre crue, tu t'es beaucoup calqué sur le béton, parce que c'est là au-dessus où il y a énormément de recherche. Le béton, ça écaille aussi, ça pète aussi pas pour les mêmes raisons peut-être, mais est-ce que en tout cas on arrive aux mêmes conclusions avec du béton, avec d'autres matériaux une fois qu'on les met, oui. quand ils sont au feu? Oui, en fait, oui, dans le béton, il y a beaucoup d'études qu'ils étaient déjà faits sur ce phénomène-là. Oui, même le béton, qui est très fort en résistance, en compression, mais ça écaille aussi. Parce qu'il y a aussi, c'est toujours la même trois conditions. OK, mais c'est pas le niveau de compaction dans le béton, c'est d'autres matériaux comme les lions, comme on appelle les thermal mismatch. Donc ça, c'est les réactions entre les ciments, les granulats. Et il y a aussi le teneur en eau. Donc oui, même les bétons, ça écaille. Et voilà. Sur à quoi va servir finalement cette recherche, on a un peu parlé déjà en introduction, mais concrètement, le but c'est en fait de pouvoir assurer des maisons, des bâtiments résidentiels en terre crue, c'est un petit peu ça l'idée in fine? Oui, en fait notre but c'est juste après avoir fait toutes les études, après avoir bien comprendre tous les jeux, toutes les conditions, notre but c'est juste pour construire une maison de terre qui peut bien tenir
des risques de feu, des risques d'incendie, si jamais il y a ces risques-là dans ces bâtiments. Donc nous, on pense toujours aux résidents dans les bâtiments. Ça, c'est notre priorité. Et la deuxième priorité, c'est d'utiliser ces matériaux qui sont écologiques et qui sont durables. Il y a un autre sujet qui est un petit peu clé aussi dans tout le développement autour de la terre crue et sûrement une des raisons pour lesquelles c'est difficilement assurable, c'est qu'on n'a pas une recette clé miracle avec la terre crue. La terre crue, en fait, c'est les terres crues. Il y a des terres qui sont partout différentes en France. Comment, et en France et d'ailleurs partout dans le monde, comment on gère ces différentes terres? Ok. En fait, ça rentre dans le travail actuel où je travaille maintenant. Là, on travaille sur les caractérisations de plusieurs matériaux de terre provenant de différentes régions en France, dans le cadre des projets Mur-Terre-Feu, qui était lauréat de l'appel à projet ADEME France 2030. Le but de ce projet, c'est juste pour, comme tu viens de dire, c'est pour voir si on ramène plusieurs matériaux de terre des différentes régions en France avec plusieurs niveaux de compaction, parce qu'en fait, nous, l'idée de ce projet, c'est juste, on ramène ces terres et on fabrique pas nous-mêmes. On demande aux briqueteries ou on demande aux entreprises pour fabriquer avec leur propre presse. Donc, ils vont fabriquer les briques et après, nous, on va caractériser ces matériaux. Donc, on va exposer ces matériaux devant le feu et pour voir leur réaction. Donc, il y a plusieurs matériaux de terre qu'on est en train de caractériser en ce moment et plusieurs façons de compaction de ces matériaux. Okay. Donc ça, on a commencé. On a commencé à faire des recherches sur ce point-là et bientôt, j'espère, on va avoir des bons résultats. Ok. Il faut espérer en fait que ça soit à peu près pareil malgré les terres différentes pour pas que ce soit trop compliqué. Je peux t'assurer que, je peux t'assurer à 80% maintenant, mais à 100% ça sera après. Mais oui, normalement, si on comprend bien notre recherche, notre hypothèse, je pense pour ces matériaux de terre, toutes les conditions sont importantes, sont pareilles. Okay. Si on respecte bien le niveau de compaction, les teneurs ou non, les charges externes pendant le feu, ça va nous donner la même chose. Mais bien sûr, il y aura un peu des différences, mais ça, c'est à voir bientôt. Eh ben, en tout cas, on l'espère. Est-ce que, au-delà des terres différentes, vous étudiez aussi on a parlé d'adobes. Les adobes, initialement, c'est quand même le mélange de terre crue, d'eau et de fibres, donc de fibres végétales. Mais est-ce que du coup, justement, vous étudiez aussi l'impact des fibres végétales dans la terre crue et l'impact sur l'évolution, sur le feu en tout cas? Oui. Notre idée, c'est toujours de promouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, les matériaux écologiques. Et un de ces matériaux, c'est les matériaux biosourcés. Et on a commencé à intégrer ces matériaux dans les matériaux de terre dans notre recherche. Et on a déjà commencé à faire des essais au feu des matériaux de terre avec des ajouts végétaux comme les sciures de bois, comme les anadélins. Par exemple, ça c'est des moments où on a même intégré d'autres matériaux. Mais oui, on a commencé à rajouter ces matériaux végétaux dans les terres. Et on a trouvé pas mal de résultats. C'était bien, c'était intéressant, c'était encourageant pour la suite. Ok, ça veut dire que, en gros, est-ce que ça tire vers le bas les résultats ou est-ce que ça change pas trop? Enfin, comment? Je peux te dire que il n'y avait pas d'écaillage. D'accord. Il n'y avait pas d'instabilité thermique. C'est pas le même comportement les comportements mécaniques. Je parle des côtés mécaniques à haute température comme les terres, mais les résultats finaux, il n'y avait pas d'écaillage. Ok, donc c'est plutôt... Avec les fibres qu'on a ajoutées. Mais je ne sais pas pour d'autres fibres, mais ça c'est notre recherche après. On va intégrer plusieurs matériaux végétaux. Ok, mais donc a priori, là, ce que vous pouvez dire, même s'il n'y a pas encore énormément de recherches sur le sujet, a priori, en tout cas, l'ajout de fibres végétales n'empire pas la résistance au feu. Non, pas du tout. Au contraire. Super intéressant. Pour le moment, parce qu'on ne sait jamais pour d'autres matériaux est-ce qu'ils vont jouer ou pas. Oui, et puis des trois facteurs prépondérants dont tu parlais, et donc ça dépend forcément de ces choses-là. Mais ok, trop intéressant. C'est quoi la suite alors? C'est quoi la suite de tes recherches sur le comportement au feu de la terre crue? Ok. On a beaucoup d'idées. En ce moment, on voulait bien comprendre les théories, on voulait voir comment l'eau ça diffuse dans les matériaux pendant le feu, pendant le chauffage,
pour bien voir est-ce que vraiment il y aura un moisture clog, cette couche imperméable. Ça existe aussi dans les terres comme le béton, parce que c'est toujours en théorie, on n'a pas encore concrétisé ça vraiment. Ça, c'est de un. On va aussi, on vise aussi à voir les caractéristiques, les propriétés de ces matériaux résiduels et les caractérisations à chaud pour bien représenter les cas incendie. Ça veut dire s'il y a du feu dans les bâtiments. Après avoir éteindre ces feux-là, on voulait voir ces matériaux, ça va tenir jusqu'à combien de temps, avec combien de résistance, combien de charges après. Donc nous, on est en train de voir ça. Et aussi les propriétés à chaud de ces matériaux de terre ou les matériaux de terre avec des matériaux bio, les ajouts végétaux. Donc ça, c'est un schéma de recherche. Un autre schéma, on voulait aller aussi plus profond pour voir les dilatations thermiques de ces matériaux pendant le feu, comment ça dilate pendant le chauffage de ces matériaux. Et parce qu'on pense que toutes ces propriétés, ça va nous donner une idée très très claire pour bien comprendre ces comportements. Ok, donc en gros, il y a un premier volet sur la résilience de la terre crue après un incendie, savoir si elle est toujours capable d'assurer ses fonctions, Oui. porteuses ou pas. Et je peux t'assurer, on a des bons résultats déjà. C'est vrai? Oui, Ok. on peut assurer les audiences que oui, on a pas mal de bons résultats. Les matériaux de terre après de feu, après avoir refroidi, non, ça nous donne un bon comportement. Ok, mais donc vous allez continuer à approfondir les recherches, en tout cas dans cette optique-là. Oui. Et l'autre, c'est vraiment de voir comment la Terre se dilate et donc potentiellement des problèmes, j'imagine, de structure qu'il peut y avoir, qui peut s'opérer pendant un incendie. Ok. Ben, merci beaucoup Rafik pour tout ça. On va passer à un autre sujet rapidement pour clôturer le podcast, qui est tout aussi intéressant et pourtant très différent, puisque tu vas nous parler de la vie dans la Terre vivante. Qu'est-ce qui se passe sous nos pieds? Si j'ai bien compris, en fait, tu étudies le microbiote de la Terre. Alors, moi, j'avais compris que la terre qu'on utilise dans le bâtiment, c'est la terre qui se trouve en dessous de la terre végétale. Pour moi, elle était dépourvue de toute vie. Soit ce que tu me dis, c'est que tu étudies justement l'ADN de cette terre et tu essayes d'en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, en fait, nous, les chercheurs, on est un peu fous. On essaie toujours d'aller plus en détail, plus loin dans le monde de recherche. Et une de ces idées, c'était totalement contraire le feu. C'était tout à fait, comme tu as dit, les microbiologies des matériaux de terre. Ce domaine, c'est un domaine nouveau. Il y a pas d'études encore. Bon, il y a un peu d'études, il y a un peu de biblio, je peux te dire, il y a 3-4 recherches scientifiques qui étaient déjà publiées. Mais c'est pas encore clair. Il y a quoi comme microbiote qui existe dans les matériaux de terre. Et est-ce que du coup les recherches bibliographiques, est-ce que de la même manière qu'avec le feu, il y a plein de choses qui ont été étudiées pour le ciment, même le plâtre, quoi que ce soit, et est-ce qu'il y a cette vie dans ces matériaux-là ou pas du tout? Dans les biblios qu'on a vus, en fait, je répète, il n'y a pas assez d'études, mais on a vu que les matériaux de terre, c'est un matériau qui est un bon hôte des microbiomes, en comparaison avec des matériaux des plâtres, des gypses et des bétons, des ciments. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bon hôte, ça veut dire que c'est pas bien. On a commencé à faire des essais pour voir les ADN de ces matériaux, pour voir il y a quoi exactement dans plusieurs matériaux de terre comme microbiome, et après on va voir la suite. Ok, donc c'est encore le tout début de cette recherche. Oui. Rafik, merci beaucoup de t'être livré au podcast de Côté. C'était super précieux. On arrive à la fin du podcast du coup. Est-ce que tu as un message que tu voudrais faire passer, des bouquins qui t'ont marqué, des personnes, des initiatives qui méritent qu'on en parle? Bon, Aurélien, merci beaucoup de m'avoir invité pour cette podcast-là. Et pour les auditeurs, je vous invite à utiliser la terre crue chez vous. En fait, moi, je suis convaincu que c'est un matériau sain pour les habitants et l'environnement. Et à bientôt. Merci Rafik. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a inspiré, que t'as appris plein de choses. Si t'as aimé l'épisode, tu vas adorer le reste. Côté, c'est aussi plein de vidéos sur Insta, YouTube, LinkedIn.
Donc si tu veux t'en mettre plein les mirettes, on se donne rendez-vous sur les réseaux. Et s'il y a des sujets, des techniques, des matériaux que tu voudrais que j'aborde, n'hésite pas à me le faire savoir sur le réseau social de ton choix. On se retrouve tantôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et bon chantier.